La voix des municipales. Les 15 et 22 mars 2026, c'est les élections municipales à Rouen. La radio HDR reçoit les candidats à cette élection autour des thèmes du logement, de la jeunesse, des écoles, du monde associatif et de la tranquillité publique. La voix des municipales, c'est tous les jeudis à 18h jusqu'aux élections sur les ondes du Mix des Cultures. La voix des municipales. Amaury Renault, nouveau parti anticapitaliste. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission La Voix des Municipales. Ravi de vous retrouver pour cette émission de 18h à 19h comme chaque jeudi jusqu'à l'élection des municipales. Ravi de vous recevoir. Vous connaissez peut-être le principe de l'émission. On reçoit un candidat et une candidate pour l'interroger sur son programme en fonction des thématiques. Et avec vous aujourd'hui, Naïm, tu as Amaury Renault. Exactement, Inès. Aujourd'hui, on reçoit Amaury Renault du parti Nouvelle Anticapitaliste, le NPA, pour faire plus rapide. Bonjour Amaury. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter ce qu'est le NPA et vous présenter par la même occasion ? Oui, alors moi je suis Amaury Renault, j'ai 23 ans et je suis étudiant en architecture et je suis donc candidat au municipal pour le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, donc une organisation communiste révolutionnaire qui défend la lutte des travailleuses et des travailleurs et des jeunes pour renverser la société capitaliste. Et pourquoi vous présentez justement aux élections municipales à 23 ans ? Quelle idée de faire de la politique ? Alors, quelle idée de faire de la politique, je sais pas, je pense qu'il y en a qui aimeraient bien justement plutôt qu'on n'en fasse pas et qu'en fait les jeunes et les travailleurs ils se saisissent pas de leur avenir et des questions de société. Bon bah ça c'est évidemment une logique qu'on conteste. Pourquoi un jeune comme moi fait de la politique ? Je pense que il y a qu'à regarder un peu le monde dans lequel on vit pour se rendre compte de qu'est-ce qui pousse à faire ça. En fait, quand on est jeune, on se retrouve confronté à plusieurs choix pour notre avenir en général, entre aller travailler dans un taf exploité pour un salaire qui nous permet même pas de vivre, ou alors se retrouver au chômage en fait, ou éventuellement maintenant la troisième voie qui est celle de partir à la guerre pour aller tuer d'autres jeunes dans d'autres pays. Bon bah ça c'est vraiment pas des avenirs qui sont possibles et donc il y a une nécessité absolue de lutter contre ça et donc je pense que c'est ça qui explique en fait que je suis là aujourd'hui. Pour vous, le fait de se présenter, c'est bien sûr utile, mais là, on va aborder des thèmes un peu particuliers parce que c'est pas des thèmes courants dans une interview dite politique. On va commencer par le premier thème qui s'appelle la vie associative. HDR. Quelles sont vos propositions pour la vie associative ? Bon, alors c'est un peu compliqué comme ça d'avoir des propositions qui seraient très concrètes, très chiffrées, etc. pour la vie associative. Évidemment, le tissu associatif, il est énorme, hein. Rien qu'à Rouen, il y a quand même un peu plus de 4000 associations dans tout un tas de domaines, culture, santé, sport, la radio, comme ici. Bon, des associations qui quand même ont, j'ai l'impression, de plus en plus de mal à vivre, hein. On le voit bien, aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué d'alimenter financièrement, humainement ce tissu associatif dont pourtant on a besoin. Un des exemples, y compris dans la politique actuelle de la ville, c'est qu'aujourd'hui il y a des maisons, des associations, notamment une masse dans le quartier de Pasteur qui va bientôt fermer a priori si le projet de la mairie continue tel qu'il est, alors pour être remplacé par une école dont évidemment on a besoin, enfin c'est logique qu'il y ait besoin de nouvelles écoles primaires et maternelles, mais en fait quel avenir pour ces associations qui sont toujours plus précaires? Elles vont probablement être relogées, mais en réalité on ne sait pas exactement où et tout n'est pas encore fixé, donc c'est important qu'il y ait des choses qui soient faites qui soient faites pour ça. Pour vous, quels sont j'ai vu que il y a des critiques au niveau des subventions actuelles. Pourquoi ? En fait, désolé. Non, mais dans la logique actuelle, il y a des coupes qui sont organisées à tous les niveaux, en fait, dans les subventions qui sont faites aux associations, à la culture, au sport. Donc, rien qu'à voir au niveau de l'État, en fait, c'est des budgets qui coupent de plus en plus dans ce type de subventions pour favoriser des subventions qui seraient faites plutôt à l'armée, à la défense, etc. Donc, une logique qui est complètement inverse à celle du maintien du tissu associatif qui d'ailleurs lui-même, en général,
général est là un peu pour pallier un grand nombre de manques de l'État. Quand on voit le nombre de personnes qui sont par exemple obligées d'aller se nourrir au Resto du Cœur ou autre, parce qu'en fait les salaires suivent pas, parce que l'inflation est énorme et permet plus de s'acheter à manger. Bon, on voit bien le serpent qui se mord la queue qu'il y a derrière. Derrière, il y a tout un tas de militants associatifs qui se battent pour essayer de faire tourner tout ça, mais ils le font un peu contre vents et marées, et c'est important de les soutenir là-dedans. Dernière question sur ce thème, comment garantir la liberté des associations? Non, mais la liberté, enfin, ouais, je vais peut-être développer. Non, mais il y a pas sur la liberté des associations. C'est-à-dire qu'en fait, comment justement permettre à toute association, on va dire, culturelle, sportive, aidante, venant aide aux migrants, d'être toujours, on va dire, accessible à Rouen dans les propositions que vous, en tant que maire de Rouen, vous allez pouvoir proposer? En fait, évidemment, on n'est pas forcément là, nous, pour faire tout un tas de propositions extrêmement précises pour chaque association, etc., parce qu'on défend pas forcément un programme de gestion de la mairie. En revanche, on pense que c'est une nécessité absolue que toutes ces associations, elles aient accès à des locaux qui soient gratuits ou disponibles de façon plus ou moins permanente, qu'elles soient pas étriquées à 40 dans une maison des associations comme c'est souvent le cas aujourd'hui, qu'elles soient pas coupées de toutes les aides qui puissent exister pour les faire vivre, mais qu'elles soient pas aussi obligées de pallier à tout un tas de manques. Une autre nécessité pour que le tissu associatif il continue d'exister, en fait, c'est que les gens, ils aient mine de rien le temps de faire vivre ce tissu associatif. Or, en fait, quand les gens, ils sont obligés de bosser 40 heures par semaine au travail et en fait d'enchaîner des heures sup pour pouvoir continuer de se payer à peine de quoi manger à la fin du mois, et c'est pas possible en fait de faire vivre ce genre de tissu associatif. Et donc ça fait partie évidemment des choses pour lesquelles nous on va lutter. Passons maintenant au logement et à la parentalité. HDR. Comment appliquer la réquisition des logements vides? Ouais, je vois que vous avez bien ciblé les questions juste avant, parce qu'effectivement la réquisition des logements vides, pour nous c'est quelque chose qui a énormément de sens. Pour rappeler un petit peu quand même le principe, c'est que si on prend l'exemple rien qu'à Rouen, il y a plus de 7400 selon les derniers chiffres de l'INSEE logements vides, donc qui sont inoccupés depuis au moins un an, ce qui est quand même énorme, surtout quand on considère que il y aurait environ un peu plus de 200 personnes qui vivraient complètement à la rue. Bon, et à auquel faut ajouter tout un tas de personnes qui sont sans domicile fixe ou qui sont de façon temporaire sans logement. On peut penser notamment, par exemple, aux mineurs non accompagnés qui ont campé devant la préfecture quand même pendant tout l'été pour avoir le droit à un hébergement. Donc oui, la réquisition des logements, c'est évidemment quelque chose qu'on défend. C'est un droit qu'ont les maires dans les villes de France normalement de réquisitionner, de réquisitionner les logements qui sont laissés vacants pour permettre justement leur occupation par les personnes qui n'en ont pas. C'est un droit qui n'est pratiquement jamais appliqué, en fait quasiment aucune mairie ne le fait, et y compris pas la mairie actuelle de Rouen dirigée par le Parti socialiste, elle n'applique pas cette réquisition des logements. Donc c'est évident que nous on lutte pour que ce soit fait, et que nous n'avons pas prétention à gérer la mairie de Rouen, mais c'est évident que si on était maire de Rouen, nous réquisitionnerions tous les logements laissés vacants. Le problème c'est que ça suppose déjà un peu de courage politique, c'est-à-dire celui de s'opposer en fait au droit des spéculateurs immobiliers de posséder des centaines, parce que quand même on parle de gens qui possèdent à eux-mêmes des centaines de logements, qui louent à des étudiants précaires pour des sommes colossales, ou qui louent à des mères de famille, vous voyez, qui ont à peine de quoi bouffer, en fait pour se faire énormément de fric là-dessus. Donc ça nécessite de s'opposer à leur droit de posséder ce type de logement. Ça nécessite aussi au droit de s'opposer, au fait de s'opposer à ceux qui ont le droit de posséder 2, 3, 4 résidences secondaires. Donc ça, nous, on pense qu'il faut le faire. Évidemment, si on saisissait tous ces logements, ce serait pas non plus la fin du problème. Le maire ne résoudra pas tous les problèmes du logement, notamment parce que la saisie de ces logements serait probablement brisée par les préfectures ou par d'autres forces politiques qui voudraient empêcher que ça ait lieu, et ça imposerait qu'il y ait une lutte d'ensemble des travailleurs et des gens qui sont justement privés de logements pour maintenir cette réquisition des logements qui serait effective, et ça va nécessiter un mouvement d'ensemble.
Vous savez que dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de logements sociaux. Comment inciter les bailleurs à mieux considérer leurs locataires et à effectuer les travaux pour avoir une meilleure dignité humaine? Oui, alors c'est clair que dans les banlieues, il y a beaucoup de logements sociaux dont beaucoup sont quand même insalubres ou à la limite de l'insalubrité, qui sont aussi loués pour des prix qui sont en réalité très élevés. Les logements sociaux sont souvent aussi chers en fait que des logements pas sociaux. Il y a aussi beaucoup de scandales qui sortent régulièrement quand même dans la presse d'accords un peu obscurs entre les bailleurs sociaux, de choses comme ça qui font que quand même le logement social est un gros scandale en France. Le fait qu'aussi un bon nombre de logements sociaux appartiennent non plus à des bailleurs qui sont publics et qui sont sociaux, on pourrait dire, mais qui en fait sont des bailleurs privés qui font du profit en fait sur la gestion de ce parc immobilier, et ça c'est quand même quelque chose qui est scandaleux. Donc c'est sûr qu'une des premières choses à mettre en avant, c'est que ça devrait être impossible de réaliser des profits sur ce type de choses, mais évidemment qu'il faudrait une politique d'ampleur de réhabilitation du logement social et du logement en réalité pas que social, de tous les gens qui vivent en fait dans des logements qui sont absolument indécents, mais que ça, pour l'exiger, encore une fois, ça nécessite de remettre en cause comme ça ce droit fondamental qu'ont les spéculateurs immobiliers de posséder des parcs de logements absolument gigantesques, d'en faire en fait ce qu'ils veulent, de fixer eux-mêmes les loyers, parce que c'est aussi ça. Alors dans le logement social, bien sûr, c'est encadré, mais c'est encadré toujours dans des marges qui sont trop grandes. Par ailleurs, les conditions d'accès à un logement social sont quand même assez restrictives. Par exemple, les étudiants n'ont pas accès à des logements sociaux. Bon voilà, ça représente une certaine catégorie de la population, mais forcément ça complexifie ça, et donc c'est clair qu'il faudrait, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de si nous on est élus, si vous votez bien, vous aurez des logements sociaux pour toutes et tous qui seront super beaux. Il va falloir une lutte d'ensemble pour exiger ce droit au logement auquel on se bat, pour lequel on se bat au quotidien. Et pour vous, parce qu'on est aussi sur le thème de la parentalité, comment mieux accompagner les familles monoparentales dans les quartiers ou même les familles tout court en général? L'accompagnement des familles, et oui, a fortiori des familles monoparentales, c'est vrai que c'est une vraie question. Une des questions principales, c'est la garde des enfants en fait, qui est le problème premier des familles et forcément des familles monoparentales. Aujourd'hui, notamment les crèches sont devenues une manne financière pour tout un tas de capitalistes qui possèdent des sociétés, des associations de garde d'enfants qui coûtent une fortune pour les parents pour y placer leurs enfants, tout en sachant que rien qu'y avoir accès, en fait, c'est une difficulté. Il y a que 80% de places disponibles par rapport aux vrais besoins qu'il y aurait, et encore il y en a que 40% qui le sont dans des structures publiques. Donc en fait, pour accéder au placement, à la garde d'un enfant, c'est une vraie difficulté. Et encore une fois, il faut aussi remettre en cause le droit de capitaliste à posséder ce type d'infrastructure qui devrait être sociale. L'autre problème aussi qui va un peu avec ça, c'est le fond de pourquoi c'est nécessaire en fait de faire garder son enfant, parce qu'en fait les gens font garder leur enfant pourquoi ? Pour pouvoir aller bosser dans un boulot qui leur permet même pas de quoi vivre et même pas de quoi payer la garde en fait de leur enfant. Vous voyez, le cercle est complètement vicieux, et la raison même qui pousse à garder son enfant elle-même, elle est vicieuse en fait. C'est pour travailler, pour se faire exploiter, pour enrichir un patron qui va en récupérer le beurre et l'argent du beurre en nous faisant repayer le fait de faire garder son enfant pour aller travailler pour lui. Vous voyez qu'on peut pas s'en sortir en fait si on combat pas cette société frontalement pour s'opposer à ça. Si je comprends bien, l'idée c'est de dire voilà, quand on veut accompagner des familles, qu'elles soient monoparentales ou les familles en général, il faut savoir aussi aller au fond du sujet en parlant aussi des enfants à charge, de la façon dont les enfants sont gérés par les crèches, et surtout de la façon où des fois pour trouver une place en crèche c'est la bataille en fait. On n'arrive pas forcément à trouver des places en crèche même municipales. Pourquoi pas proposer, moi je sais pas, investir justement dans le domaine de la petite enfance, mieux former les accompagnements d'enfants?
Oui, complètement, mais surtout quand on voit aussi le nombre de scandales qu'il y a quand même régulièrement dans ce type de structure, des fois, voilà, des scandales d'enfants qui seraient laissés sans surveillance ou d'agressions qui peuvent avoir lieu sur des enfants, etc. Ça, c'est clair que ça nécessite des politiques d'ensemble aussi, parce qu'en fait, les travailleurs de ces structures, ils sont soumis eux-mêmes à des conditions de travail qui sont fixées par la nécessité de rentabilité. En fait, les propriétaires de ces structures, ils tentent de réduire au minimum possible, quoi, la main-d'œuvre qui bosse là-bas, pour majorer leurs profits, etc. Et donc ça pousse à des conditions d'accueil des enfants qui sont juste en fait inadmissibles, et donc on est obligé de faire garder son enfant tout en sachant qu'en fait il sera probablement gardé dans des conditions qui sont médiocres, malgré le fait que la plupart des gens qui bossent là-bas le font vraiment avec une passion et une détermination qui est assez impressionnante, mais qui en fait est forcément insuffisante vu qu'on leur demande de faire le travail de 5 personnes à eux tout seuls pour maximiser des profits. Donc ça, c'est clair que ça va nécessiter encore une fois en fait une lutte d'ensemble sur ce terrain-là pour demander une société qui à la fois permet un accueil décent en fait des enfants à des tarifs qui seraient décents, mais aussi ne pas avoir forcément besoin toujours de faire garder ses enfants pour aller bosser en fait. Et justement, vous me donnez entre guillemets la perche parfaite. Comment mieux accompagner les familles qui sont vraiment dans le besoin, qui sont en extrême difficulté? Alors j'imagine qu'on parle de familles qui sont dans l'extrême difficulté financière, donc il y a plusieurs choses. Alors on peut penser évidemment des fois un peu à tout un tas de palliatifs qui sont l'accès évidemment à des crèches pas chères, à des logements sociaux, à des aides alimentaires diverses et variées, etc. Mais en réalité déjà le premier point et celui le plus fondamental, j'ai envie de dire, pour lequel on se bat, c'est qu'en fait l'accès à toutes et tous, pour toutes et tous, à un travail. En fait, ça c'est quand même une des choses essentielles, c'est que il y a un taux de chômage qui est absolument considérable, et c'est évidemment la cause principale de la précarité de tout un tas de gens, c'est d'être privé d'emploi. Ce chômage, il est organisé par les capitalistes qui organisent la concurrence entre les travailleurs, entre ceux qui ont un taf et qui sont prêts à tout accepter pour le garder parce qu'ils veulent pas se retrouver dans la situation de ceux qui sont privés d'un travail. Ils voient bien, en fait, tout le monde qui travaille voit bien que pour les gens qui sont privés d'emploi, les fins de mois sont absolument impossibles à finir. Payer les factures, payer la bouffe, c'est pas possible, et donc n'a pas envie de se retrouver dans ces conditions. Ils sont prêts, du coup, à accepter un peu n'importe quoi de la part du patron. Et donc les patrons ont vraiment cet intérêt à maintenir toute une partie de la population dans le chômage. Ça, il y a une lutte fondamentale pour l'accès à toutes et tous à un travail, et bien sûr ça va plus loin, un travail qui est payé décemment. En fait, nous on le dit un peu souvent, il ne devrait pas y avoir un seul salaire en dessous de 2000 euros. En fait, quand on voit le prix de l'alimentation, le prix du logement, tous ces prix-là, un salaire en dessous de 2000 euros, en vrai, ça ne suffit pas pour vivre, ça suffit à peine pour survivre, et donc il faut absolument une lutte qui aille dans ce sens-là, du travail pour toutes et tous, et aucun salaire en dessous de 2000 euros. Donc ça veut dire que vous, Amaury, maire de Rouen, demain avec votre équipe, vous augmentez les travailleurs de la municipalité. Alors moi, maire de Rouen, demain, bien sûr, faisons cette politique fiction. Non mais bien sûr. J'exagère peut-être sur la question, mais c'est juste pour donner peut-être un peu une image à vos idées et puis que vous puissiez dérouler. Bien sûr, ça a du sens. Et bien sûr que nous, maires de Rouen, on pousserait pour que les travailleurs dont on pourrait contrôler le salaire, ils aient les meilleurs salaires. Bon, en vérité, on contrôle pas grand-chose quand on est maire. Ça, il faut insister, y compris les salaires des fonctionnaires territoriaux. On les fixe pas forcément sur un bout de papier, même si on ferait tout pour ça. Mais en réalité, ça suffirait pas. D'ailleurs, l'intégralité des gens qui habitent à Rouen ne sont pas payés par la ville. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres villes que Rouen en France et dans le monde. Et donc, en fait, cette augmentation des salaires et cet accès pour tout le monde à un travail, ça va nécessairement, et c'est ça qu'on dit, c'est que ça va nécessairement passer par une lutte de l'ensemble des travailleurs et des gens qui sont privés de travail. Ça passera pas par des élections, par le fait de nous élire à ces places-là. Nous, on veut pas être véhicule d'illusion qui aille dans ce sens-là, de dire si moi demain je suis maire, chaque Rouennais aura un travail et sera payé 2000 euros. C'est complètement impossible, mais pas parce que c'est impossible que chaque Rouennais ait un travail et soit payé 2000 euros. Ça, c'est possible. C'est impossible que moi je le fasse dans mon petit fauteuil, etc., en appuyant sur des boutons. Ça n'existe pas. Et les politiciens qui disent le contraire sont des menteurs. Mais ceux qui disent que c'est pas possible de payer tout le monde 2000 euros et d'avoir un travail sont encore plus des menteurs. Donc ça, faut quand même être sincère là-dessus. La vérité, c'est que le seul moyen d'arracher ça, ce sera la lutte. Et donc c'est ça vraiment que nous, on veut défendre fondamentalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on se bat au quotidien.
Et Inès a une question pour vous. Oui, j'avais une question qui n'était pas prévue, mais je vous entendais un peu dans vos réponses quand on est un peu sur les propositions. Vous dites nous. C'est vrai que parfois on peut être habitué à dire en tant que maire ou futur maire, je ferai cela, mais vous êtes un peu plus dans le nous. Je voulais savoir un peu ce choix-là de toujours dire nous, maire de Rouen. Il y a un peu cette notion de collectif que vous essayez un peu de dire. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, je pense que je le fais en grande partie sans m'en rendre compte, mais parce qu'en fait, la question, je pense qu'elle est vraiment pas de savoir si moi, individuellement, Amaury Renaud, je pense forcément ça et tout. Enfin, d'ailleurs, moi, je le pense profondément, mais je veux dire, ce n'est pas l'émanation de ma stricte petite pensée individuelle. Et en fait, beaucoup de politiciens qui disent je, c'est aussi parce que c'est probablement en grande partie des carriéristes qui cherchent une petite place à se trouver, voilà, en tant que maire, en tant que conseiller, en tant que machin. Il y a tout un tas de postes à pourvoir dans la grande bureaucratie de l'État et ils cherchent toutes ces places-là pour se planquer, pour servir leurs amis qui sont aux commandes des grandes industries, et donc ils disent je, et ils s'inventent tous une petite nouveauté à leur programme qui justifierait qu'ils seraient le nouveau sauveur et qu'il faudrait les élire parce qu'ils ont eu telle idée brillante. Bon, bah c'est vrai que nous on pense que ça c'est absolument faux et que c'est des mensonges et qu'en fait il n'y a pas tellement moi, Amaury, et je serais si différent de tel autre et tout. C'est qu'en fait nous on défend une perspective qui est une perspective de classe, qui est une perspective pour les travailleuses et les travailleurs. Et donc, en fait, je dis nous, en fait, les communistes et révolutionnaires, nous, c'est ça qu'on défend comme idée pour la société. Et c'est vrai que ça change un peu peut-être du jeu. C'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit la différence avec d'autres partis politiques où vous vivez vos propos comme un collectif. C'est-à-dire que on peut utiliser ce terme-là, même si je ne fais pas forcément partie de votre mouvance, mais c'est pas le débat. Mais le mot camarade pour vous signifie quelque chose. C'est-à-dire que quand vous parlez au nom de votre collectif et pas juste moi, Amaury, je me présente parce que je dois être tête de liste et c'est moi qui sera le maire. Donc on voit qu'en fait vous n'êtes pas là pour faire de la politique spectacle ou juste pour obtenir un mandat. C'est vous vous présentez pour proposer des idées de fond. Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai, vous utilisiez ce terme de camarade, mais c'est vrai qu'il recouvre quelque chose. Il recouvre une envie de lutter collectivement, de se battre en fait pour arracher des choses, pour combattre ce système, et pas une logique de oui, je collabore avec un tel pour essayer de gratter telle nouvelle place, etc. Et en fait, on se tirerait des coups dans le dos après parce qu'on fait des manœuvres politiciennes. Nous, c'est vraiment ça, oui, une logique de camaraderie qui est une camaraderie qui est une camaraderie de lutte et une camaraderie de classe qui est l'union en fait le plus possible entre l'ensemble des travailleuses et des travailleurs et de tous ceux en fait qui sont précarisés dans cette société, les jeunes qui sont destinés à la guerre, les migrants qui arrivent, etc. et qui se retrouvent opposés à leurs ennemis fondamentaux qui sont en fait les grands patrons du CAC 40 et les politiciens à leur service, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous exploiter et de trouver le meilleur moyen de le faire, que ce soit par la violence la plus crasse comme l'extrême droite, ou que ce soit par des méthodes un peu plus insidieuses, plus enrobées, comme les partis sociodémocrates comme le PS, quoi. Amaury, pour terminer sur cette thématique du logement, de la parentalité, comment lutter contre la discrimination quand une famille, une personne issue des quartiers souhaiterait louer un logement au centre-ville? En fait, probablement que le meilleur moyen de lutter contre la discrimination, il est de retirer leur droit à décider qui a un logement à ceux qui possèdent les logements. En fait, aujourd'hui, dans la majorité des cas, ceux qui décident à qui on attribue un logement, c'est le propriétaire du logement ou bien l'agence qui est chargée de la gestion du dit logement. En fait, eux, ils appliquent du coup une discrimination qui est plus ou moins dissimulée, etc. Parce qu'en fait, ils voient le nom du dossier, parce que machin et tout. En fait, ces gens ne devraient pas avoir le droit de décider qui occupe tel ou tel logement. Déjà qu'ils ont le droit d'en fixer le loyer, ce qui est strictement indécent et ce pourquoi nous on se bat. Ils devraient pas du tout avoir à fixer les loyers des logements, mais en fait ils devraient même pas avoir leur œil à jeter dans les locations. D'ailleurs, ils devraient même pas avoir le droit de posséder ces parcs immobiliers absolument gigantesques qui louent à des prix absolument indécents. Donc à partir de là, c'est clair que ça va quand même mettre un sacré plomb dans l'aile de la discrimination. En tout cas, merci d'avoir répondu sur cette thématique. Je vais proposer à Inès de nous faire la présentation de la chanson. Alors oui, le titre c'est Pole Dance, et moi j'avais une première question. Pourquoi ce choix de goût musical? On le pose souvent un peu aux candidats et aux candidates. Est-ce qu'il y a une idée derrière, ou est-ce que c'est pour le plaisir d'écouter cette musique? Bonne question. Non, mais je pense qu'il y a du plaisir d'écouter cette musique qui est assez entraînante et tout, mais non, je pense que le
le fond de la musique a un peu de sens à mon avis politiquement. Je sais pas si, enfin voilà, qui parle de la question de la destruction du monde financier et de l'ironie dans laquelle ils vivent un peu, et donc je pense que ça fait toujours un peu du bien à écouter et que ça remotive un peu des fois, quoi. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter le choix musical que vous avez décidé, et on revient dans quelques instants. Demi-tour à droite. 1, 2, 3, 4. Tu danses comme un roi autour de toi. C'est le monde qui t'appartient. Tu réussis comme tu respires, comme tu transpires sur le dance floor. Ce bain d'étoiles où tu t'agites, ce bain d'étoiles, tu le mérites. Alors danse, Paul, danse. Tu danses, petit roi de la finance. Profitant, bénis l'instant, mais n'oublie pas, tous les rois finissent un jour par perdre la tête. Bientôt la fête sera terminée, bientôt le son sera coupé. Alors danse, Paul, danse. Son corps, il est encore n'écoute pas les cris dehors, demain c'est loin, ne pense à rien, ferme les yeux, tout ira bien. Sans les vibrations, Paul, les vibrations, ce soir, danser, danser les banquiers. Ce soir, danser, danser les banquiers. Sur la tête. Demi-tour à droite. 1, 2, 3, 4. Tu es la mort. Tu ne vaux rien, tout ce que tu as, tu l'as volé. Tu nous marches sur les pieds, tu nous étousses. Tu te crois drôle, j'arrache partout ta coupe au bol et ta chemise en souvenir de nos martyrs. Tu danses mal. Paul, finis ton verre, allez dégage, prends ton Uber. Paul, reviens jamais dans les parages. T'es qu'un esclave, une fois de caste, il faut rentrer. L'heure a sonné, maintenant pars. Paul, pars. Ondule son corps, une heure encore, n'écoute pas les cris dehors, demain c'est loin, ne pense à rien, ferme les yeux, tout ira bien. Sans les vibrations, Paul, les vibrations ce soir, danser, danser les banquiers. Ce soir, danser, danser les banquiers. Une heure encore, n'écoute pas les cris dehors, demain c'est loin, ne pense à rien, ferme les yeux, tout ira bien. Sans les vibrations, Paul, les vibrations ce soir, danser, danser les banquiers. De retour sur le mix des cultures et sur votre émission La Voix des municipales, avec toujours vous, Amaury, Renaud, et puis toi, Naïm. Et là, on est sur d'autres thématiques. Effectivement, Inès, maintenant on va passer à la jeunesse et à l'école. HDR. Comment financer par exemple la gratuité de la cantine, la gratuité du service proposé aux écoliers, parce que vous savez qu'on croit que les écoles, c'est la mairie qui est en charge, le collège, c'est le département, et les lycées, c'est la région. Mais bon, j'ai envie de dire, les deux autres ne comptent pas pour l'instant pour cette élection. Mais justement, à l'école, on sait très bien qu'il y a la cantine. Dans les quartiers populaires, des fois, il y a des personnes qui peuvent financer la cantine et d'autres pas. Donc, comment justement aider les familles à financer la cantine dans les écoles? Ok, là c'est beaucoup plus clair. Non, mais c'est vrai que la question de l'alimentation, mais pour tout un tas de familles précaires, c'est compliqué. En plus, on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants. En fait, le repas qu'ils vont avoir à la cantine, des fois, c'est un peu le seul repas complet qu'ils ont de la journée, tellement ils vivent dans des familles précaires et que c'est un vrai problème. Évidemment que la cantine devrait être prise en charge dans des écoles. Par ailleurs, cette prise en charge, ça devrait pas être
en fait, le fait de payer des fois avec beaucoup d'argent public des fortunes à des entreprises de fabrication agroalimentaire qui font payer très cher en fait des repas individuels pour des enfants, parce que pareil, eux-mêmes ils font, on en parlait tout à l'heure sur la garde d'enfants, mais ça vaut aussi pour l'alimentation, ils font des profits colossaux en réalité sur la production de ces repas pour les cantines scolaires, etc. Donc c'est clair que ça devrait être géré de façon beaucoup plus sociale. Bon, le fait est que ça va pas forcément dans ce sens-là, et même des fois ça va dans le sens inverse. Je prends un exemple parce que ça m'avait un peu marqué. C'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, une personne qui avait ses enfants justement dans une des écoles maternelles de Rouen, rive gauche, et qui me disait que non seulement évidemment il faut payer la cantine, mais en fait maintenant il devait aussi payer l'eau potable, puisqu'en fait dans cette école il n'y a plus d'eau dans les robinets depuis qu'il y a eu des travaux, etc. Il y a plus d'eau, donc ils sont obligés de payer des bouteilles d'eau en bouteille en fait pour que les enfants ils puissent boire dans la journée. Et même maintenant apparemment ils doivent payer le papier toilette, puisque la mairie en fait est en mode il y a plus d'argent pour payer ce genre de choses. Bon, on voit bien que de l'argent il y en a pour tout un tas d'autres trucs, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure quand on va parler notamment question tranquillité publique, mais voilà quoi. Et donc c'est clair qu'il va falloir aussi se pencher sur tout ça, mais encore une fois ça nécessite aussi une certaine mobilisation en fait des gens contre ça, des familles, mais aussi des professionnels en fait dans l'éducation. Ceux qui savent le mieux finalement les conditions de tout ça, c'est les cantinières, les AESH, dans une certaine mesure les instits, etc., qui savent quelles sont les vraies conditions en réalité d'accueil des enfants dans que ce soit à l'école, à la cantine, et donc qu'est-ce qui serait vraiment aussi nécessaire de ce point de vue-là. Et pour rester sur le thème de l'école, on va parler aussi, et on l'a abordé dans cette émission, la précarité des animateurs. Comment mieux accompagner les animateurs payés au lance-pierre? Non, mais c'est clair que les animateurs sont payés au lance-pierre. En fait, l'intégralité du personnel quand même dans les écoles, on disait juste avant, les cantinières, les AESH, etc., sont quand même payés à coup de lance-pierre, et même pour les enseignants, c'est loin d'être très glorieux. Et ça rejoint, à mon avis, le point qu'on disait un peu avant. Pas un salaire en dessous de 2000 €, c'est une vraie revendication et qui doit vraiment être mise en place. Par ailleurs, il y a aussi tout un tas d'autres problèmes pour justement les animateurs et tous les personnels qu'on voit des fois comme un peu annexes dans les écoles, qui au-delà du salaire est aussi des emplois du temps extrêmement fractionnés en fait, où en fait on vient bosser 1 heure, 2 heures le matin pour l'accueil des enfants, et en fait faut revenir bosser 2 heures le midi pour la cantine, et revenir bosser 2 heures le soir pour la fermeture, et en fait tout ça fait pas des journées complètes. Donc en fait ça veut dire qu'on s'est brûlé toute sa journée parce qu'on peut pas se faire des allers-retours chez soi et faire vraiment des choses intéressantes et tout ça pour un salaire qui à la fin est qu'un demi-salaire, parce qu'en fait on a bossé officiellement que des moitiés de journée, alors qu'en réalité on s'est levé hyper tôt le matin et on s'est couché après tout le monde, mais c'est pas grave, ça compte pas. Et donc ça c'est aussi des choses sur lesquelles il va falloir revenir. Et puis un exemple concret, un animateur qui travaillerait tous les midis est payé à peu près à la mairie de Rouen entre 300 et 400 €. Ah oui, non, mais c'est en fait comment pourrait-on manger, payer son loyer, etc. avec 300 ou 400 €? Ça, c'est pas possible. Et en fait, au-delà du montant nominal qui est déjà du montant nominal du salaire qui est déjà indécent, en fait, c'est effectivement ce fractionnement, ces conditions, ce nombre d'heures qui est complètement aberrant. Par ailleurs, on pourrait aussi avoir plus de personnel, parce qu'en fait, tout un tas aujourd'hui, les classes sont quand même surchargées. Les enfants, quand ils sont dans ces temps périscolaires ou dans les temps d'enseignement ou dans les temps un peu annexes et tout, en fait ils sont quand même un peu sous-encadrés quoi, dans plein de situations. Enfin, on se retrouve avec un encadrant pour 30 enfants. Enfin, c'est pas possible en fait de faire des choses convenables pour les animateurs, de faire des animations en fait qui sont satisfaisantes dans ces situations. Donc on pourrait envisager quand même d'embaucher nettement plus de monde, payer nettement mieux, et avec des journées pas du tout fractionnées, des contrats de travail normaux. Mais ça, encore une fois, ça implique aussi une mobilisation de l'ensemble des gens qui bossent là-dedans quoi. On parle souvent de jeunesse plurielle, jeunesse en général. Je vais essayer de poser une question à peu près claire et concise. Pour vous, quelles sont les priorités des jeunes de Rouen, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient en dehors des écoles, comment justement... Je vais essayer de donner un exemple concret pour que vous puissiez y répondre. Comment accompagner des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont éloignés de l'école, mais qui sont hors cadre, entre guillemets, soit du monde associatif, ou soit des accompagnements comme la mission locale?
C'est une très bonne question, c'est vrai. Il y a peut-être que je vais un peu tricher et pas tout à fait répondre précisément à comment il faudrait les accompagner. Par contre, je vais répondre à comment il ne faudrait pas les accompagner, parce que le gouvernement à l'heure actuelle et toute une partie du patronat a un projet politique assez précis en fait pour tous ces jeunes entre 16, 18 et un peu plus vieux, qu'ils appellent le service militaire en fait, qu'ils avaient il y a quelques années introduit timidement sous la forme du SNU, qui avait pas été donc le service national universel, qui avait pas été un franc succès, notamment parce qu'une partie même de l'armée était pas trop à fond là-dedans. Là, il y a l'introduction d'un service militaire pour l'instant volontaire. En fait, l'avenir qui est dessiné en fait pour tous ces jeunes entre 16 et 25 ans à peu près, qu'ils soient ou pas en décrochage vis-à-vis de l'école, c'est quand même le même, c'est les mettre au pas, leur mettre un fusil dans les mains, pour en fait les envoyer, alors peut-être dans des guerres contre d'autres jeunes à l'étranger, peut-être aussi beaucoup plus, en tout cas quand on entend un peu les discours dans les médias, plutôt les envoyer réprimer en fait leurs propres frères de classe, notamment dans les colonies françaises en fait, quand on voit les émeutes qu'il y avait eu en Kanaki pour des raisons extrêmement légitimes contre le gouvernement colonial français et la répression sanglante en fait qu'il y a eu de la part du gouvernement français contre ces émeutes, on entend un peu là que le projet ce serait que ces jeunes qu'on envoie au service militaire, ce serait de les poster justement dans ces territoires coloniaux pour y faire un peu du maintien de l'ordre colonial français, un peu ce genre de choses, et visiblement l'avenir qui est dessiné pour les jeunes par le gouvernement. Mais je le dis, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est beaucoup un truc que nous on a envie de défendre, contre, hein, évidemment, on est contre cette logique de service militaire. Effectivement, on aurait compris que l'idée n'était pas de défendre le service militaire. Après, là, je précise juste deux, trois petits trucs. La Kanaki, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et que, effectivement, si on revient à cet esprit-là, c'est-à-dire qu'en fait, on fait à peu près 70, 80, voire même 100 ans en arrière. Parce que c'était à peu près ce que l'armée française faisait avant la création de la police, etc. En général, on envoyait l'armée pour réprimander l'ordre public. Oui, tout à fait. Je fais juste un petit point historique pour que tout le monde se retrouve. Oui, a fortiori dans les colonies, la répression est toujours d'une violence encore plus exacerbée qu'à l'intérieur de l'Hexagone, où elle est déjà quand même assez violente, notamment dans les quartiers. Mais oui, et si je revenais sur l'importance de cette rhétorique du service militaire, etc., c'est parce qu'en fait, elle est défendue quand même par l'intégralité aujourd'hui des forces politiques institutionnelles, alors de l'extrême droite et de la droite classique, évidemment, puisque c'est leur rhétorique sécuritaire, enrégimentement, etc. Mais en fait, elle est aussi défendue par la gauche institutionnelle, comme du PS jusqu'à la France insoumise, en réalité, qui voit une manière, de redonner un sens à une jeunesse, de recréer une forme de cohésion, etc. Une cohésion qui, pour eux, passe par une cohésion nationale. Or, nous, si on a un projet pour la jeunesse, justement, c'est que cette jeunesse n'est pas de cohésion nationale, qu'elle détruise cette logique qu'on serait tous dans le même banc parce qu'on serait français, et donc en fait les enfants des ouvriers français, ils auraient les mêmes intérêts que les enfants de Bernard Arnault, etc. Ça, c'est pas vrai. Et nous, on pense que si la jeunesse, elle doit se créer une cohésion, c'est une cohésion de classe, c'est-à-dire une cohésion en tant que jeunesse ouvrière et issue des milieux populaires. C'est cette logique qu'on défend. Et donc, si on a un projet pour la jeunesse, c'est plutôt de lui proposer de s'engager pour lutter en fait contre le capitalisme, contre les exploiteurs. Nous, si on doit dire quelque chose aux jeunes entre 16 et 25 ans qui savent pas trop encore qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, on peut leur proposer de faire de leur vie, de renverser en fait le monde capitaliste, de s'engager, de lutter, alors d'aller dans toutes les manifestations qui existent pour découvrir un peu ce que c'est, etc. Mais aussi de s'engager dans des partis politiques ou dans des associations, dans des syndicats, de lutter contre leurs exploiteurs et de lutter contre la boucherie en fait que nous préparent les dirigeants du monde capitaliste, de nous envoyer à la guerre les uns contre les autres. C'est intéressant. Amaury, je ne sais pas si je veux pouvoir répondre à ces questions, mais par exemple, on parlait du service militaire. Que pensez-vous du service civique, qui est aussi une forme d'engagement, qui est peut-être justement loin de vos idées, ou peut-être que vous êtes pour, mais pour l'améliorer, je ne sais pas. Excellente question. En fait, le service civique, faut voir ce que c'est. C'est prendre des jeunes
qui sont privés d'emploi en fait, qui sont au chômage et qui cherchent un travail à la base normal, entre grosses guillemets. En fait, ils sont quand même prêts à accepter les emplois les plus sous-payés. Et on leur dit non, mais même ces emplois-là, même ces emplois au SMIC, même à temps partiel, tu les auras pas, c'est pas possible. On va te proposer un emploi encore moins payé, qu'on a appelé le service civique pour faire genre tu sers un grand intérêt supérieur, etc. Qui serait, mais ce n'est pas un travail, c'est un engagement. Un engagement, c'est formidable. Et en fait, ça justifie de payer ces jeunes 600 € par mois, c'est même un peu moins que ça, pour aller bosser quand même entre 24 et 30 heures semaine. Enfin, c'est énorme, c'est presque un temps plein dans un travail qui est donc payé la moitié du SMIC, enfin même moins que la moitié du SMIC. C'est assez formidable. Alors, soit normalement dans des choses qui ne sont pas des vrais travails, etc. Bon, en fait, quand même, dans la moitié des cas, on se rend compte qu'ils remplacent tout simplement des agents qui faisaient ce taf avant de façon professionnelle, enfin avec un salaire, etc., un contrat normal. Donc voilà, en les surexploitant, en les payant à peine la moitié du SMIC, en les privant en plus de tout un tas de droits de base qu'ont les travailleurs. Alors par exemple, ils n'ont pas droit au remboursement des transports par le patron, ce genre de choses. Enfin bon, on passe complètement par-dessus le code du travail et en plus, à la fin de leur mission, on les jette juste comme des vieilles chaussettes en leur disant bah ça y est, maintenant c'est terminado et puis bah va te trouver un vrai taf, chômeur quoi. C'est vraiment ce genre de logique qui est mise en place et ça tire en plus vers le bas l'ensemble des salaires comme d'hab, parce que tous les jeunes aujourd'hui, la seule chose qu'ils se disent c'est je n'aurai de toute façon pas un travail, donc je vais commencer par un service civique. Donc en fait c'est devenu normal quand t'as 19 ans de bosser pour 600 balles par mois. Ouais, c'est bien, en plus il connaît le prix. Effectivement, c'est vrai qu'on pourrait penser ça. Après, il y en a qui vous diraient aussi que le monde associatif utilise le service civique justement pour avoir aussi des jeunes et leur faire voir comment fonctionne le monde associatif. Je comprends votre logique sur le plan, on va dire, mais des institutions telles que les départements, les mairies ou la région qui se sert des services civiques, on va dire, pour remplacer des métiers existants. Mais le monde associatif aussi en a besoin parce que vous savez qu'actuellement les budgets du monde associatif sont toujours en train de baisser et que s'il y avait pas ces moyens-là, peut-être que les associations manqueraient de monde. Oui, alors tout à fait, on peut poser effectivement le problème comme ça. Bon, c'est vrai que quand même, quand on voit la proportion de services civiques qui sont non pas pris par des associations, mais bien par des organismes publics, genre Pôle emploi est le premier employeur de services publics, ça fait quand même beaucoup réfléchir sur des services civiques, j'ai peut-être mal dit. Ça fait beaucoup réfléchir sur qui crée ces services civiques et à qui ils servent finalement quand c'est le Pôle emploi lui-même qui ça pose beaucoup de questions. Mais effectivement, on peut se dire que pour les associations, c'est une aubaine et c'est vrai, et en même temps, ça pose un peu la question, déjà, si les associations sont obligées de faire appel à des services civiques, etc., est-ce que c'est pas parce qu'elles manquent déjà énormément de moyens à la base ? Ça, c'est quand même une vraie chose, parce que si elles avaient des moyens beaucoup plus importants, elles pourraient en fait se permettre, pour certaines tâches, d'embaucher des permanents ou des salariés normaux, pour d'autres tâches, en fait, de trouver d'autres moyens. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, les gens, s'ils avaient tous un travail normal, payé, mettons, 2 000 €, en fait, ils auraient pas besoin d'un service civique pour s'engager dans l'associatif. Ils s'engageraient dans l'associatif pour une radio par exemple, de façon finalement bénévole, parce qu'en fait ils auraient déjà de quoi vivre décemment par ailleurs. Merci pour cette réponse sur cette thématique. Nous allons passer maintenant à la tranquillité publique. HDR. La tranquillité publique, un thème un peu lourd, un peu agaçant, mais un peu sûr aussi pour des gens qui s'inquiètent de leur sécurité. Amaury, vous et votre collectif, le NPA, le parti du NPA, qu'est-ce que vous proposez pour justement parler de tranquillité publique? Est-ce qu'on doit armer la police? Est-ce qu'on doit diminuer la police municipale? Est-ce qu'on doit mieux former la police municipale? Est-ce qu'on doit mettre des médiateurs de rue peut-être pour accompagner les jeunes et la tranquillité publique d'un quartier? Quelles sont vos propositions? Oui, alors c'est vrai que quand même la question de la tranquillité publique, la sécurité, les noms sont un peu variables, etc. Elle revient énormément dans les municipales. C'est une préoccupation des gens qui, à mon avis, est très sincère. C'est quand même une préoccupation qui est surtout extrêmement mise en avant par tous les médias en fait, qui ont décidé depuis quelques années maintenant de faire tout leur beurre en fait sur la question de la tranquillité publique. C'est aussi le beurre en fait de l'extrême droite de faire tout son bis sur cette question de la sécurité. Les quartiers sont devenus dangereux, etc. Bon, déjà, ça, faut quand même
mesurer quelle est vraiment, enfin, je veux dire, a priori, on peut encore se balader à Rouen sans se faire poignarder. Enfin, je pense que sinon je serais au courant. Donc voilà, cette question est quand même extrêmement mise en avant pour en cacher d'autres. En fait, l'insécurité dans les rues, la soi-disant insécurité dans les rues, elle sert quand même à camoufler la vraie insécurité de, par exemple, perdre son taf du jour au lendemain pour aucune raison. L'insécurité dans les rues, elle sert aussi à camoufler l'insécurité que demain une guerre nous tombe sur la tête ou ce genre de choses. Donc quand même, voilà, méfiance un peu sur, à mon avis, sur cette question de l'insécurité. Par ailleurs, évidemment, il y a des vrais soucis. Je veux dire, des agressions existent dans la rue, etc. Est-ce que c'est la police qui va y remédier? Absolument pas. En réalité, c'est plutôt la police qui en causerait. Enfin, je veux dire, quand on voit le nombre de manifestants ou de jeunes dans les quartiers qui ont été éborgnés par les tirs des policiers de LBD, enfin, c'est quand même pas ça. Vous allez pas me faire croire que c'est les gens avec des LBD qui vont assurer notre sécurité. Ça, c'est pas possible. Armer la police municipale, bon bah, on voit bien que c'est encore plus absurde. On va mettre des LBD dans les mains de gens qui sont encore, Enfin, vous voyez, ça tient pas à la route, a priori, comme logique. Renforcer ces effectifs, mais les renforcer pour quoi faire? Pour qu'il y ait plus encore de jeunes dans les quartiers qui se prennent des bavures policières, pour qu'il y ait encore plus de Naël ou de choses comme ça. En fait, ça voudrait dire ça, renforcer les effectifs de la police. Pour nous, ça, c'est absolument un contresens et on peut absolument pas aller dans ce sens-là, en réalité. Et justement, pour vous, quelles sont les propositions justement liées au thème de la tranquillité publique? Est-ce qu'on doit mieux, par exemple, intervenir des éducateurs de rue, chercher l'apaisement? Voilà, je vous laisse un peu pouvoir répondre à la question de façon ouverte et j'ai pas forcément envie de préciser de thème parce que je sais que le terme de tranquillité publique, selon là où on se place, bah, il est différent de la vision qu'on peut avoir. Sur la tranquillité publique, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, si on ne demande pas le nombre de policiers, en fait, on pense que quand même les gens, ils sont pas si violents que ça et qu'ils sont quand même un peu capables de se raisonner eux-mêmes et de beaucoup discuter. Mais aussi, en fait, il faut voir quelles sont les causes des violences. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'insécurité entre guillemets publique, quoi que ça veuille dire? En fait, est-ce qu'on parle des vols, par exemple, parce que oui, des fois on se fait voler un téléphone, un sac à main, etc. Mais en fait, pourquoi les gens ils veulent? Ils veulent parce que c'est la misère, parce que c'est la précarité, parce qu'ils ont pas de quoi bouffer et qu'en fait, en volant ça, ils pourront peut-être finir leur mois parce qu'ils ont pas de travail et qu'en fait, c'est impossible de se payer à bouffer. Bon bah, le meilleur moyen de remédier au vol, a priori, ce serait que chacun ait de quoi vivre dignement et en fait personne n'a d'intérêt, personne n'a une passion pour braquer des vieilles dames dans la rue, ça n'existe pas. Et donc en fait si les gens ils avaient de quoi bouffer, ils voleraient pas des sacs à main ou ce genre de choses. Bon voilà, ça c'est un des exemples, les agressions sexuelles, etc., qui ont lieu effectivement dans les transports, dans la rue. Faut rappeler d'ailleurs que c'est absolument pas la majorité des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Elles ont plutôt lieu dans le cadre familial que dans la rue. Et toute l'extrême droite qui quand même regarde énormément vers les soi-disant agressions de rue qui seraient commises par les méchants migrants avec des couteaux entre les dents. Ils feraient beaucoup mieux de regarder chez leurs amis, qui font ça, mais à l'abri des regards sur leur propre famille, ce qui est pas vraiment beaucoup plus glorieux à mon opinion. Bon bah voilà, ça passe aussi par une prise de conscience de l'ensemble de la société. Ça c'est aux travailleurs à un moment de s'en saisir aussi, de les faire passer par les voies qui sont les leurs et par la lutte pour des meilleures pour des meilleures conditions en général, pour moins de précarité aussi en général. Ça réduit les possibilités des agressions, etc. Et peut-être aussi si on ne faisait plus de liens entre voisins, si on construisait de l'écoute, des comités de quartier, des rassemblements fraternels, peut-être qu'on éviterait aussi beaucoup de problèmes et de malentendus. Oui, c'est très clair. Ben, en fait, une bonne partie des malentendus, de l'agressivité un peu latente, etc., qui existe entre les gens et qui exacerbent en fait les moindres conflits qui seraient juste des disputes peuvent se transformer en situations violentes. En fait, ils sont aussi causés par la division permanente qui est semée entre nous, en fait, à travers les médias, à travers la propagande du patronat, etc. Il y a beaucoup de divisions racistes, de divisions islamophobes, sexistes, etc., qui tendent à dire qu'en fait le voisin
serait le danger parce que je sais pas, mon voisin est noir ou que sais-je, et qu'en fait il serait là pour grand remplacer notre famille. Vous voyez ce genre de choses. En fait, effectivement, on gagne énormément à connaître ses voisins, en fait, à connaître ses frères et sœurs de classe, à connaître les autres gens qui sont comme nous, des travailleurs, des membres des classes populaires, des jeunes, des gens privés d'emploi, etc., et qui en fait ont un intérêt. Nous avons intérêt à être solidaires les uns des autres et à nous opposer à nos seuls vrais ennemis, qui sont ces grands patrons qui diffusent justement cette propagande de division. Et donc évidemment qu'on éviterait aussi énormément de conflits, de petits accrochages, etc., de choses qui dégénèrent si on avait une conscience supérieure du fait qu'on a plutôt un intérêt commun et qu'on n'a pas intérêt à s'embrouiller pour les divisions qui sont semées d'en haut. Quand je vous ai demandé de venir à la radio, je vous ai demandé aussi de préparer une carte blanche, donc nous allons maintenant y passer. HDR. Alors du coup, je vous ai demandé de préparer votre carte blanche, donc je vous laisse nous la présenter. Et... Ça marche, merci. À vous, comme on dit. Eh ben moi, non mais j'ai réfléchi un peu à qu'est-ce que j'allais pouvoir dire et tout, et je me suis dit que peut-être ça valait le coup d'expliquer, mais pourquoi en fait voter finalement pour une liste du NPA révolutionnaire et pour des révolutionnaires en général, parce que c'est vrai que on se présente pas ici à la gestion des affaires de la bourgeoisie. On n'a pas la prétention qu'on va devenir maire et qu'on va gérer tout le conseil municipal de Rouen. On n'a pas la prétention qu'on va faire à la place des gens une politique qui sera absolument formidable, qu'on va construire tout un tas de parcs et d'écoles, et que demain en fait Rouen ce sera une ville absolument formidable, votez pour nous, etc. Ça, nous on le dit pas. D'ailleurs, pourquoi voter pour nous? Bah justement parce qu'on dit pas en fait ce genre de choses, parce qu'on n'est pas des politiciens menteurs qui cherchent à gratter des postes. En fait, on est des gens comme probablement l'extrême majorité des auditeurs. On est des jeunes et des travailleurs. On est des cheminots, des ouvriers, des caissières, des étudiants, des infirmières, des profs. Vous voyez, les gens qui en fait font tourner au quotidien l'ensemble de la société, les gens sans qui ce monde il n'existerait pas, nous et en fait l'ensemble des autres travailleurs, et on n'est pas justement ces grands bourgeois et ces grands patrons et ces politiciens à leur service qui ne vivent que du profit, qui ne vivent que de la rente qui est générée par notre exploitation. Et rien que ça, en fait, c'est un argument pas juste parce que on est plus cool, etc., mais parce qu'en fait voter pour des gens comme nous, pas pour gérer la ville, mais pour être la voix en fait de ces gens qui sont les jeunes et les travailleurs, les gens qui font tourner la société, pour aller déranger en fait dans l'ensemble de ces institutions qui sont aujourd'hui gérées par les politiciens au service du capitalisme, pour leur dire en fait vous ne serez jamais tranquille où que vous soyez, ou que vous prétendiez gérer pour les autres les affaires, on sera là pour aller vous chercher, pour vous épingler, pour vous attraper par le col et pour vous secouer les puces en fait jusqu'au bout. Mais faut préciser aussi dans cette logique-là que qu'on soit élu, qu'on soit pas élu, etc., ça c'est vrai, ça ne changera rien en fait. On pense que être élu à la direction de telle ou telle mairie, mais en fait même aussi à la direction d'une région ou même à la direction d'un État, en fait, même si demain on était président de la République, on le dit, ça ne changera rien, ça ne changera pas la situation, ça ne renversera pas le capitalisme, et la seule chose qui peut vraiment changer, c'est la lutte des travailleuses et des travailleurs, c'est la lutte de tous ceux qui veulent que cette société elle change. Et en fait, avant tout, voter pour les révolutionnaires, pour nous, c'est envoyer un message que en fait on en a marre de cette société capitaliste qui tourne juste pour les profits d'une minorité, qu'on en a marre, qu'on a envie que ça change, et c'est envoyer le message que ce sera pas des politiciens qui feront à notre place, c'est aussi envoyer un message qu'on est contre la logique du nationalisme, qu'on est contre les logiques racistes, qu'on est contre ce genre de stratégie de division, qu'on ne veut pas rejeter les maux engendrés par la société capitaliste sur les étrangers ou sur n'importe quelle minorité opprimée dans ce pays, mais qu'en fait la faute, c'est la faute des patrons, c'est la faute de ceux qui nous exploitent, et qu'on veut lutter, et que le seul moyen de mettre fin à cette société d'exploitation, ce sera la lutte. Cette lutte, ça passe par les manifestations massives, elle passe par la grève générale, et elle passe par une perspective révolutionnaire. Et en fait, voter pour nous, c'est ça la logique que ça défend. C'est pas une logique d'accompagnement du capitalisme, c'est encore moins une logique xénophobe
ou racistes. C'est vraiment une logique de lutte, de combat et de refus en fait de toutes les attaques qui nous sont faites, de refus de l'austérité, de refus des salaires de misère, de refus pour la jeunesse de la militarisation, de refus d'une bourgeoisie qui mène des guerres à des peuples opprimés en Palestine, au Soudan, en Iran, etc. C'est le refus de toutes ces politiques guerrières, génocidaires, exploitatrices, et c'est une volonté de bagarre, de combat et d'enfin avoir un monde pour les jeunes, pour les travailleurs qui soient émancipés de l'exploitation. Eh ben, je vous remercie. J'ai encore une dernière question essayez de me répondre avec une réponse courte. Imaginons que demain vous êtes maire de Rouen, vous et vos camarades, quelle serait votre première décision? Réponse très courte. La première décision, ce sera la réquisition de l'ensemble des logements vacants. Ça, c'est la plus simple et c'est la plus rapide. Mais par ailleurs, ce sera surtout de dire que qu'on soit élu ou qu'on soit pas élu, ce sera la lutte qui fera que les travailleurs obtiendront gain de cause. Eh ben, je vous remercie. Donc, on va repasser maintenant la parole à Inès. En tout cas, merci d'être venu sur l'antenne de Radio HDR. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous deux, merci à Amaury, Renaud, merci Naïm d'avoir pu animer cette émission La Voix des municipales. On arrive à la fin de cette émission de 18h à 19h. Retrouvez le replay de l'émission dès demain sur la chaîne YouTube de la radio HDR et aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre les actualités de la radio HDR. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission de La Voix des municipales. À bientôt et très bonne soirée à l'écoute de la radio HDR. Tu le prends comme tu le veux. Écoutez. Alors, vous êtes des policiers? Non, madame, des musiciens. Les gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je vous mets tous en prison, moi. Parfaitement pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. On le fait pour nous, on le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne pensent pas. HDR.